pense qu'on va pouvoir commencer la visioconférence, il est l'heure. Ben voilà, on est ravis de vous retrouver après cette petite pause estivale pour les habitués des conférences. Et pour les autres qui assistent pour la première fois, ben bienvenue. Donc, avant de commencer la présentation, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous demande de couper vos micros et de poser vos questions via l'onglet Conversation et on y répondra en fin de présentation. Et vous pouvez éventuellement aussi lever la main si vous souhaitez poser une question de vive voix. On vous autorisera à activer vos micros. Alors, deux, trois mots sur l'ASBL. Donc, oui, pardon, ce soir, on va donc parler du choix et de la plantation des arbres fruitiers. Alors, qui est-ce qu'on est? Ben, on est une ASBL, on s'appelle Adalia, on est une ASBL active dans le secteur des espaces verts et une ASBL qui est créée depuis 2001 et qui est subventionnée par la région Wallonne. Et donc, les grandes missions de la SBL consistent de promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts dont font partie les jardins et accompagner, conseiller et sensibiliser aussi bien le public professionnel que particulier aux alternatives aux pesticides et à la gestion écologique de ces espaces verts. Et donc, on a entre autres la campagne, enfin, on s'occupe de la campagne Wallonie en fleurs qui vise à valoriser les communes qui souhaitent se végétaliser de façon durable. On a un label aussi à destination des jardineries qui souhaitent donner des conseils à leurs clients sur des alternatives aux pesticides. On a aussi une grande campagne qui s'appelle le Printemps au naturel et qui rassemble plein d'événements, aussi bien privés que publics, partout en Wallonie durant le printemps. Et alors, on distribue des kits d'élevage de coccinelles et de papillons pour les écoles depuis la création de l'ASBL, donc depuis 2001. Et donc voilà, ce soir, euh, on a la chance d'avoir Bernard. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, il avait déjà donné une visioconférence en début de cycle. Et donc Bernard, il est conseiller technique chez Adalia. Il est bio-ingénieur en gestion des forêts et espaces naturels de formation. Et il a en plus une activité complémentaire en gestion écologique des espaces verts. Et voilà, c'est un grand passionné de tout ce qui est arbres et arbustes indigènes et plus particulièrement de tout ce qui est fruitier. Donc voilà, je vais sans plus tarder lui laisser la parole. À tout à l'heure. Merci Julie pour l'introduction. Effectivement, ce soir, on va discuter d'arbres fruitiers et on va se pencher vraiment sur comment choisir et comment installer des arbres fruitiers dans son jardin, que ce soit un seul arbre ou bien plusieurs arbres pour former un petit verger. Alors, il y a une notion qui est très importante de comprendre parce qu'on verra qu'elle revient plusieurs fois dans la présentation. Donc, c'est vraiment la structure d'un arbre fruitier greffé. Donc, il faut savoir que dans le commerce, mais également dans les jardins et dans les vergers industriels, etc., eh bien, les arbres fruitiers sont toujours greffés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un premier individu qui constitue le tronc et les racines de l'arbre qui s'appelle le porte-greffe. Puis vous avez un deuxième individu qui lui va porter l'ensemble des branches, donc c'est-à-dire là où on va retrouver les fleurs et les fruits. Et ça, cet individu-là, on va le nommer greffe ou variété. Et entre les deux, il y a un petit point qui est important à savoir reconnaître, qui ressemble souvent un petit peu à un petit bourrelet, comme ça, en tout cas dans les premières années. Et là, on l'appelle le point de greffe. Donc, c'est à l'endroit où on est venu coller ces deux individus, d'une certaine manière. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, comme je l'ai dit, chaque individu est spécialisé dans une fonction. Donc, celui qui porte le tronc et les racines, lui, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il ait un tronc qui soit bien solide, bien rigide. Et alors, le système racinaire, lui, on veut qu'il soit bien adapté au sol et qui donne également une vigueur spécifique à l'arbre. Parce qu'il y a certains racinaires qui vont
systèmes racinaires qui vont se développer de manière très importante, qui vont donner une grande vigueur et qui vont faire des grands arbres, alors que d'autres systèmes racinaires vont plutôt se développer de manière plus chétive et donc faire une ramure moins importante. Alors que le deuxième individu, celui qu'on va venir greffer, c'est-à-dire coller sur le tronc et les racines du premier individu, lui, le but, c'est la production de fruits. Alors, je rentre pas vraiment dans les détails de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas semer un pépin, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que si on veut vraiment garder les mêmes fruits d'année en année, eh bien, on va faire des espèces de clonage par ce système de greffe. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Alors, d'abord, pourquoi planter? Ben, il faut savoir que quand on plante un arbre fruitier, on plante avant tout un arbre. Et qu'un arbre, ça a énormément de fonctions dans notre paysage. Ça permet de stocker du carbone, ça permet, notamment quand ils sont plusieurs, ça permet d'avoir un effet brise-vent, fixe également les sols, ça lutte contre l'érosion. Par la chute des feuilles et l'apport de matière organique, ça dynamise également l'activité biologique des sols. Enfin bref, il y a toute une série de fonctions qu'on peut leur donner. Mais dans le cas d'aujourd'hui, c'est bien la fonction de production de fruits qui va nous intéresser. Quand on veut planter un fruitier, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Bon, déjà de manière générale, quand on plante un arbre, vu l'espérance de vie des arbres, il faut bien réfléchir, mais pour les fruitiers, on va voir qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, et donc que ça demande vraiment toute une réflexion. La première chose, c'est de faire un peu l'état des lieux de la zone de plantation, c'est-à-dire d'observer votre jardin ou votre petite parcelle, là en tout cas où vous voulez aller planter. L'idéal, le plus important, c'est de choisir une zone ensoleillée. Pourquoi? Parce que les fruits, ils aiment bien le soleil. C'est ça qui va vraiment apporter tout le sucre, l'arôme. Ça va être notamment dû à un bon ensoleillement. On va éviter les zones trop humides, les fonds de vallée. Pourquoi? Parce que ce seront des zones où il y aura un plus grand développement des maladies, mais où il y aura peut-être également, notamment dans les fonds de vallée, plus de gelée tardive. Et donc, voilà, ça va pas faciliter le développement de bons fruits. C'est important également de mesurer l'espace disponible au sol. Pourquoi? Parce qu'on plante souvent des arbres plus petits et on se rend pas toujours compte de l'espace que ça va prendre. Et donc ça, on peut le planifier, on peut le prévoir. Et alors, un dernier élément, et ça c'est surtout quand on veut planter à proximité des habitations ou à proximité des voisins, c'est de penser à l'ombre portée. Parce que notamment les poiriers, il y a certaines variétés qui, surtout quand ils sont sur des porte-greffes assez vigoureux, bien qui peuvent monter quand même assez haut et donc apporter de l'ombre, ce qui peut être très intéressant d'une certaine manière, mais qui peut aussi porter problème quand c'est trop proche d'une habitation. Une fois que vous avez fait un petit peu l'état des lieux de la zone, bah, une dernière chose également, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, c'est pour les personnes qui détiennent des petits jardins, par exemple en ville ou qui ont un petit jardin à la campagne, il y a aussi la possibilité de planter contre un mur ou contre une structure. On parle de fruitier palissé. Mais ici, on va pas aborder ce type de fruitier, même si, je veux dire, l'idée générale peut être regardée pour ces formes de fruitiers également. Ensuite, pour bien planifier, on va choisir les espèces et les variétés. Alors d'abord, l'espèce. Il y a 4 espèces principales, en tout cas dans nos régions. Il y a les pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers. C'est très important de choisir d'abord en fonction de vos goûts. Il ne faut pas planter un prunier si vous n'aimez pas les prunes. Ça n'a aucun sens. Même s'il se porte bien chez vous, enfin, ce sera chouette, oui, vous pourrez donner des prunes à votre voisin et à vos collègues, mais au-delà de ça, la première chose, c'est quand même de réfléchir à vous, qu'est-ce qui vous plaît à avoir dans votre assiette. Le deuxième point, c'est l'espace disponible que vous avez mesuré au préalable. Et pourquoi ça? Parce que vous allez voir que à partir du petit tableau que vous voyez sur la droite, que j'expliquerai après, eh bien, il faut quand même un certain espace pour les arbres. Et en plus de ça, il en faut
en général au minimum 2 pour que la pollinisation se fasse de manière correcte entre les arbres et donc que vous puissiez passer de la fleur au fruit. Et alors, le dernier point, c'est l'exigence du porte-greffe. Donc ça, c'est en fonction de la qualité de votre sol. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous permettre de planter n'importe quel fruitier, non, n'importe quelle espèce de. Alors pour ça, il y a Certifruit. Donc Certifruit, c'est lié, c'est un projet lié à la conservation d'anciennes variétés de fruits, notamment mené par l'ASBL Diversifruit, mais également par le Centre de recherche agronomique à Gembloux. Ils ont fait toute une série de documents très intéressants qu'on va utiliser pendant cette présentation. Ici, c'est un petit tableau où vous voyez dans la première colonne les différentes espèces de fruitiers. Dans la deuxième colonne, vous avez la vigueur. Donc la vigueur, ça veut dire est-ce que l'arbre va se développer de manière importante, va faire des grandes branches, ou bien est-ce qu'il va garder une petite dimension. Et dans la troisième colonne, vous avez SPG, ça veut dire sujet porte-greffe. Là, il faut bien vous rappeler de la première slide où je vous ai expliqué qu'un fruitier, il y avait un premier individu en dessous qui était le porte-greffe. Alors, porte-greffe ou sujet porte-greffe, ce sont deux synonymes. Et puis qu'au-dessus, vous aviez la variété qui était, d'une certaine manière, collée dessus, ou greffée dessus. Et vous verrez qu'ici, par exemple, si on prend le pommier, eh bien, si vous voulez un pommier de vigueur faible, eh bien, vous allez choisir un sujet porte-greffe, le M9, qui est vraiment très nanifiant, ou bien le M26 enfin, on le voit pas beaucoup, mais c'est surtout le M9 qui, lui, va vraiment faire que votre pommier est tout petit. Et donc, ce qu'il faut regarder également, c'est la case qui est sur la droite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit sol argilo-limoneux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des sols, mais argilo-limoneux, c'est des sols qui sont quand même assez bons. Mais on voit qu'ils craignent l'humidité et la sécheresse. Et alors, production abondante, etc. Craint l'humidité et la sécheresse, ça, comme je vous ai dit, les sujets porte-greffes de vigueur faible, souvent, ils ont des petits systèmes racinaires. Et donc, du coup, souvent, ils sont un petit peu plus chétifs et ils sont un petit peu plus fragiles. C'est pour ça que si vous avez un sol de moins bonne qualité, en général, on va plutôt mettre des sujets porte-greffes qui ont une forte vigueur parce ils pourront aller explorer plus loin dans le sol, ils pourront mieux s'installer et mieux résister à des mauvaises conditions. Alors, dans ce tableau, vous avez aussi une information très intéressante qui est la distance que vous devez mettre entre les individus. Et vous voyez que pour un pommier, en fonction du sujet porte-greffe que vous allez choisir, eh bien, les distances, ça passe de 2 à 4 mètres jusqu'à 12 à 15 mètres pour les pommiers de vigueur forte. Donc, on voit qu'il y a vraiment une très grande différence entre les sujets porte-greffe, même pour une même espèce. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est important, une fois que vous avez choisi l'espèce qui vous plaît, aussi de choisir le sujet porte-greffe qui est adapté à votre terrain, à votre sol, mais également à l'espace disponible. Et ça, la réflexion est la même que ce soit un pommier, un poirier, un cerisier ou un pin. Une fois que vous avez choisi votre espèce, vous allez devoir choisir votre variété. C'est quoi une variété? En fait, une variété, il y en a plein au sein d'une même espèce. En gros, par exemple, c'est un pommier, euh, parfois, c'est des personnes qui ont semé un pépin de pomme de manière aléatoire. Ils ont trouvé que la pomme était intéressante et ils ont chaque fois greffé, ils ont chaque fois repris des petits morceaux qu'ils ont regreffés le même individu et ils l'ont ainsi cloné. Donc, ils ont gardé un individu comme ça avec un certain type de fruit. Et donc, c'est ce qu'on appelle une variété. Bon, c'était pas très clair, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez plusieurs espèces et qu'au sein d'une espèce, vous avez un très grand nombre de variétés. Donc, imaginons, vous avez choisi l'espèce pommier. Ensuite, dans l'espèce pommier, vous allez devoir choisir quelle variété de pomme est-ce que vous avez envie de planter. Et comment est-ce que vous allez choisir ça? Le premier critère, en tout cas un critère qui est très important, c'est la tolérance aux maladies. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de ne pas d'avoir, je veux dire, un arbre qui est sain, qui se développe de manière correcte,
sans devoir utiliser de produits phytopharmaceutiques, etc., ce qui est en général pas souhaitable dans les jardins. Bon, même en dehors des jardins, mais ici, dans le cadre de votre jardin, ben, voilà, c'est un endroit où vous êtes souvent. Voilà, c'est un endroit où on ne va pas spécialement traiter les arbres, surtout les grands arbres. Et donc, du coup, on s'oriente vers des variétés qui sont tolérantes aux maladies, c'est-à-dire qu'elles vont parfois être attaquées, mais elles pourront quand même produire des fruits et ça ne les mettra pas en péril. On va aussi choisir la variété en fonction de l'utilisation finale des fruits, c'est-à-dire est-ce qu'on aime bien des fruits de table, donc c'est-à-dire des fruits à croquer, on aime bien plutôt faire de la compote, on aime bien faire du sirop ou voilà n'importe quoi. Et donc ça, on va voir que il y a une grande variété de variétés, enfin un grand nombre de variétés qui existent et que vraiment chaque variété a ses utilisations de prédilection. Et alors, un dernier point, c'est la pollinisation. Donc ça, c'est très important, on va en parler juste après. Pourquoi? Ben, parce que la majorité des arbres fruitiers sont autostériles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se féconder. Ça veut dire que, par exemple, quand votre pommier va rentrer en fleurs, ben, il va être couvert de fleurs, c'est magnifique. On peut se dire, ben, magnifique, ben, chaque fleur va se transformer en fruit, mais s'il n'y a pas un autre pommier à côté qui fleurit au même moment et qui a un pollen de qualité qui va pouvoir venir polliniser au travers des petites pattes d'une abeille, par exemple, la fleur du premier pommier, eh bien, s'il n'y a pas ce phénomène de pollinisation et la fécondation de notre fleur, eh bien, la fleur va juste faner et il n'y aura jamais de fruit. Donc, c'est un point très important et ça, bon, on entend souvent, ouais, j'ai un cerisier dans mon jardin, mais j'ai jamais il est tout en fleurs, mais j'ai jamais de cerise. Eh bien, c'est une explication plus que probable et c'est souvent la cause aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de fruits ou peu de fruits, c'est qu'il y a une mauvaise pollinisation. Par rapport au sol, donc je vous ai dit, hein, je vous ai parlé de sol argilo-limoneux, etc. Bah voilà, je profite pour vous informer qu'il y a une visioconférence qui se passera fin novembre, qui va vraiment s'attaquer à ça pour essayer de comprendre le sol de son jardin afin de s'y adapter. Alors, encore une fois, à travers donc le projet Certifruit, il y a des magnifiques tableaux qui ont été réalisés pour justement la pollinisation. Alors, comme ça, il a l'air un petit peu barbare, ok, mais je vais essayer de vous l'expliquer tranquillement. Ici, on voit que c'est choix des pollinisateurs cerises, c'est-à-dire que ici, c'est pour l'espèce cerise. Dans le tableau, vous voyez qu'il y a toutes des lignes. Ça correspond à tous des noms de variétés. Donc, Elsoven, Ulster, Stella, Cordia. Ce sont toutes des variétés de cerisiers. Dans les colonnes, vous avez une première colonne, c'est groupe incompatibilité. Ça, c'est pas très important, ça veut juste dire que certaines variétés entre elles de cerises ne peuvent pas se féconder, mais ici, on va pas regarder. Ensuite, vous avez la colonne groupe de floraison. Et ça va de 1 à 5, en sachant que 1, c'est ceux qui fleurissent le plus tôt dans la saison et 5 le plus tard. Et puis, on retrouve toutes nos variétés de cerisiers. Elsoven, Ulster, Stella, etc. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce tableau? Imaginons qu'on veut planter un cerisier de variété Edelfinger. On va regarder les lignes et on va prendre du coup la ligne dans les variétés plantées Edelfinger. Ensuite, on va se déplacer vers la droite. Groupe d'incompatibilité, c'est pas grave. Groupe de floraison, on voit que c'est dans le groupe 4, donc c'est floraison plutôt tardive. Et puis ensuite, ben, nous, notre question, c'est de se dire, enfin, notre réflexion, c'est de se dire, OK, est-ce que je vais devoir mettre un autre cerisier pour avoir des fruits? Et si je dois mettre un autre cerisier pour qu'il y ait une bonne pollinisation qui se fasse, quelle autre variété est-ce que je vais devoir mettre? Et pour ça, on regarde les variétés au niveau du dessus, donc c'est les pollinisateurs de notre variété plantée. Et là, on voit que si on prend ceux qui sont ici en jaune et qu'on regarde en descendant, on voit qu'au croisement des deux, on a une combinaison fertile.
OK? Et donc, combinaison fertile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ces variétés-là, elles fleurissent en même temps ou plus ou moins en même temps. Donc, c'est du groupe 3, du groupe 4 ou du groupe 5. Mais également qu'ils ont un pollen qui vont être capables d'aller polliniser la variété Edelfinger. Par contre, si on regarde maintenant la colonne Edelfinger, eh bien là, on voit qu'il y a une croix. Donc, ça veut dire que la combinaison est impossible. Ça veut dire que l'Edelfinger n'est pas capable de s'auto-polliniser. Donc, si vous avez un seul Edelfinger dans votre jardin, qu'il n'y en a pas d'autres variétés comme celles qu'on a vues, c'est-à-dire qui fleurissent en même temps et qui ont un bon pollen, à moins de 100 mètres, voilà, 100 mètres, c'est un petit peu on va dire, entre guillemets, la distance maximale des pollinisateurs, plus ou moins, pour espérer une bonne pollinisation. Donc, c'est-à-dire que si autour de votre jardin, il n'y a pas d'autres cerisiers, eh bien, vous n'aurez pas de cerise. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de s'auto-féconder. Donc, il faut absolument que vous mettiez un deuxième cerisier aux alentours. Par contre, deuxième petit exemple, si vous voulez planter la variété Stella, un cerisier Stella, eh bien là, on observe que le Stella peut s'auto-féconder. C'est une variété dite auto-fertile. Ça veut dire que si vous adorez les cerises dans votre jardin, mais que vous n'avez pas beaucoup de place, parce que les cerisiers en général prennent beaucoup d'espace, ça n'existe pas vraiment des porte-greffes nanifiants de cerisier, eh bien, à ce moment-là, c'est une possibilité de s'orienter vers les Stella. Pourquoi? Parce que vous pourrez en mettre un seul, parce qu'il pourra s'auto-polliniser, s'auto-féconder. Et vous voyez qu'ici, c'est la seule variété qui est capable de faire ce phénomène, qui est auto-fertile. Mais par exemple, si vous allez chez les prunes, là, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de pruniers qui sont auto-fertiles, donc on a moins ce problème-là. Par contre, pommiers et poiriers, là, on a très peu de variétés auto-fertiles. Alors, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Donc ici, première question. Imaginons que vous vouliez entreprendre la plantation d'un cerisier de la variété Cordia, c'est-à-dire, vous le retrouverez ici dans le tableau. Je vous laisse chercher. Le problème, c'est qu'aucun de votre voisin n'a déjà de cerisier aux alentours. Du coup, quelle variété est-ce que vous pouvez planter en plus du Cordia pour espérer avoir des fruits? Je vous laisse réfléchir un petit peu et vous pouvez répondre à la question à travers le chat. Bon, je vois pas les réponses, mais je regarderai un petit peu après. Il faut laisser un peu de Alors, temps, je pense, parce que il y en a quelques-uns. ok, je laisse encore une minute alors. Mais c'est pas mal. Voilà, je pense que tu peux y aller, Bernie. Alors, donc, première étape, c'est de trouver Cordia dans les lignes de mon tableau. Donc, c'est-à-dire dans les lignes de variétés plantées. Donc là, hop, on a trouvé notre ligne ici. On voit qu'il est dans le deuxième groupe de floraison, plutôt floraison précoce. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on regarde dans les variétés au niveau des colonnes, lesquelles vont venir croiser au niveau d'une petite case verte. C'est-à-dire qu'on a toutes ces variétés ici. Quand on descend, eh bien, on voit qu'il y a des cases vertes et donc la combinaison est dite fertile. C'est-à-dire que toutes ces variétés-là sont capables de fertiliser, de polliniser, de venir féconder les fleurs de notre variété cordiale. Donc, il y avait quand même pas mal d'options possibles.
Alors, une petite remarque, et c'est là qu'on va voir si vous avez bien compris, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, il faut également vérifier dans l'autre sens. Imaginons ici, voilà, votre cordia, ben, allez, imaginons, vous choisissez le Big Burla. Ok, vous dites Big Burla, super, ouais, je ne sais plus ce qu'il a vraiment comme caractéristique, mais j'imagine que ce sont des grosses cerises, ça doit être des gros bigarros. Ben voilà, c'est une variété qui m'intéresse. Ben ensuite, il faut vérifier et regarder dans le tableau au niveau de la ligne Bigarro-Burla si il peut bien être fécondé et pollinisé par cordia. Et ici, on voit qu'on arrive encore à une combinaison fertile, donc c'est bon. Et il faut faire attention parce que c'est pas toujours le cas. Ici, pour les cerisiers, en général, ils ont un pollen fertile. Donc, ça fonctionne très souvent. Par contre, au niveau des pommes et des poires, ben là, il y a pas mal de variétés qui ont été vraiment sélectionnées uniquement pour les fruits, mais pas du tout pour la qualité de leur pollen. Et donc, du coup, ben, il y a beaucoup de variétés de pommes et de poires qui ont un très mauvais pollen. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent être fécondées par un autre individu, mais l'autre individu, il ne va pas être fécondé par le premier individu. Et donc, il vous faut un troisième arbre si vous voulez que les trois fruitiers produisent des fruits. Bon, je vous laisse un peu méditer là-dessus. Donc, on ne va pas trop prendre de temps, mais prenez bien le temps, quand vous choisissez vos variétés, de faire l'exercice et de voir toutes les variétés que vous voulez mettre, si elles vont bien être pollinisées, enfin, s'il y a bien des pollinisateurs dans votre jardin pour venir faire des fruits. Hop, oui, voilà. Et donc, on voyait que Ulster ne fonctionnait pas et Cordia non plus. Alors, il y a des petits outils qui peuvent aussi vous aider pour choisir donc les espèces et les variétés, notamment des fiches conseils certifruits. Il y a aussi le site Biodimestica, c'est un magnifique site avec vraiment beaucoup d'informations sur les variétés. Euh, alors ici, c'est un petit document qui a été fait, donc que vous retrouvez sur la plateforme Certifruits, qui a été fait par le Centre de recherche agronomique. Et donc, c'est un aide au choix dans la variété de pommes et de poires. C'est super pratique. Vous voyez, par exemple, ici, ben voilà, pour les pommiers, voilà, j'ai un petit jardin, je cherche un arbre très facile à cultiver. Et ben, hop, il vous donne, voilà, Reine Eterno, Grenadier, Transparent Belédin, Joseph Muche. Mais par contre, vous pouvez aussi, ben voilà, j'aime la Granny Smith. Donc, Granny Smith, c'est une variété plutôt commerciale, hein, qu'on retrouve dans le commerce, mais c'est une variété que vous aimez bien. Eh bien, vous voyez que voilà, Reine Eterno, Président Van Dievoet, Godiver, ce sont des variétés qui ressemblent un petit peu à une Granny Smith. Alors, ici, c'est l'occasion de l'aborder. Vous voyez que c'est l'aide au choix de variétés de pommes et de poires, et on voit que c'est RGF, GBLX et TRAD RGF. Ça, en fait, ce sont les deux types, enfin les deux catégories de variétés qui sont des variétés certifiées, en l'occurrence par le Centre de recherche agronomique à Jambon. En fait, ce sont toutes des anciennes variétés qui ont été sélectionnées par le Centre de recherche agronomique, ok, qui viennent en fait d'un patrimoine qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste qu'on retrouvait avant dans nos campagnes, qui ont été en fait sauvegardées dans tous les vergers conservatoires du côté de Gembloux, mais également maintenant il y en a d'autres en région wallonne. Et donc du coup, eux ont après rassemblé, on va dire, là je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de variétés qui sont maintenant reproduites par des pépinières, par des pépiniéristes, et donc du coup qu'on peut retrouver dans le commerce. Et donc ce sont des variétés qui sont tolérantes aux maladies, ok, donc c'est vraiment pour ça qu'elles ont été sélectionnées, et qui ont également des qualités gustatives assez diverses. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver ici, voilà, j'aime les rainettes, eh ben voilà, la rainette de Walef, la Gris de Brabant, Gourpand du Rosa, etc. Ce sont toutes des variétés certifiées, donc qui sont tolérantes aux maladies, mais qui ont également voilà, des caractéristiques intéressantes, qui ressemblent à des rainettes ou qui ressemblent à de la Granny Smith, etc.
Il y a aussi tous les tableaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple des tableaux sur les classements des variétés de pommes en fonction de la période optimale, enfin de la durée de conservation, sachant qu'il y a des pommes que vous pourrez garder très longtemps en cave, par exemple, d'autres qu'il faut manger directement en toute l'arbre. Il y a aussi des pommes plus sucrées, des pommes plus acides. Voilà, il y a plein d'informations. Je vous invite à aller sur le site de Certifruit, vous trouvez plein de documents intéressants. Alors, un petit mot également sur les espèces un petit peu plus méconnues, hein. Donc, il faut savoir qu'il y a d'autres espèces fruitières qu'on peut également mettre dans le jardin, comme le pêcher, comme le cornouiller mâle, qui est voilà plutôt un arbuste, mais qui peut faire des fruits également intéressants, des châtaigniers, des noyers, des mirobolans, des noisetiers. Donc voilà, ça c'est tous des fruitiers qu'on plante peut-être un peu moins souvent, auxquels on pense moins, mais qui peuvent faire des fruits très intéressants et qui ont également aussi des variétés avec des gros fruits. C'est-à-dire que, par exemple, un châtaignier, ben, vous pouvez mettre un châtaignier sauvage qui fera des châtaignes, voilà, qui seront pas spécialement très grosses, mais qui seront très bonnes. Mais il y a également des variétés de châtaigniers avec des plus gros fruits qui s'ouvrent également plus facilement, qui se décortiquent plus facilement. Donc voilà, ne pas hésiter à se renseigner. Et si vous avez de l'espace, ben voilà, varier les plaisirs. Alors ensuite, ben, où se fournir? Ben, comme je vous ai dit, donc Certifruit, donc tout ce travail de sélection et au niveau des variétés, eh bien, ils travaillent avec des pépiniéristes qui produisent les, les arbres fruitiers. Donc vraiment, eux, ils ont toute la culture chez eux, c'est vraiment des artisans. Et il y a également des revendeurs certifruits, c'est-à-dire que les revendeurs, ben, en fait, ils achètent aux pépiniéristes certifruits et ils revendent les arbres. C'est-à-dire qu'ils ne les produisent pas eux-mêmes, mais ce sont des arbres d'anciennes variétés avec des petites étiquettes où vous trouvez l'information et de l'espèce et de la variété et du sujet porte-greffe. C'est des informations qu'on trouve malheureusement pas toujours dans les pépinières, mais qui sont super intéressantes. Super intéressantes, pourquoi? Ben, parce que comme vous l'avez vu plus tôt, en fonction du porte-greffe, vous allez avoir besoin d'un espace plus ou moins grand, parce que l'arbre sera plus ou moins grand. C'est souvent le cas, par exemple, des cerisiers. On voit un petit cerisier, on se dit, bah super, c'est bien, j'adore les cerises. En plus, c'est pas trop grand. Mais un petit cerisier, même si c'est un cerisier qui est bastige, c'est-à-dire qu'il a un petit tronc qu'il est greffé assez bas, eh bien, il peut être greffé sur un porte-greffe vigoureux. Souvent, c'est sur du merisier et mesurer jusqu'à 12 mètres de haut et prendre une place gigantesque. Et donc, du coup, bah, c'est triste parce qu'à un moment, il est trop grand. Et donc, soit on doit couper des branches parce qu'elles dépassent chez les voisins, ou bien carrément, on doit abattre l'arbre. Donc, voilà. Se fournir chez des pépiniéristes, chez des artisans producteurs, ça, c'est vraiment l'idéal. Je vous ai remis ici donc ça, c'est la carte qu'on retrouve sur le site avec vraiment les pépiniéristes certifruits. Donc ça, bah, c'est l'idéal parce que vous allez directement chez le producteur, mais c'est également possible d'aller chez les revendeurs certifiés. Un autre moyen de se fournir, bah, c'est via la semaine de l'arbre. Donc bah, on y arrive bientôt, hein, c'est souvent fin novembre. Ici, ça tombe le 22-23 novembre. Et bien là, cette année, c'est dans 219 communes wallonnes. Il va y avoir des distributions de plants gratuits et parfois aussi des arbres. Voilà, moi, par exemple, je viens de la ville de Liège. Et ben, je sais qu'à la ville de Liège, cette année, ils distribuent des arbres fruitiers. Donc, vous pouvez choisir pommier, poirier, prunier, cerisier. Bon, malheureusement, on ne connaît ni la variété ni le porte-greffe, donc c'est un petit peu le loto. Mais voilà, c'est quand même un arbre gratuit et j'imagine qu'ils fourniront des variétés intéressantes. Alors maintenant, on va passer aux bonnes pratiques de plantation. Donc là, vous avez pris le temps de regarder votre terrain, vous avez réfléchi à qu'est-ce qui vous plaisait, vous avez regardé pour la pollinisation, ok, vous avez tout. Ensuite, il va falloir les planter. Bon, la première chose, c'est de les commander à l'avance. Ici, moi, par exemple, la pépinière avec laquelle je travaille, donc moi, je travaille avec la pépinière de Louvenier, voilà, c'est parce que j'habite tout près, hein, mais
vous verrez, elle est dans la liste des pépiniéristes certifruits, bah, eux, cette année, ils ouvrent leur stock de fruitiers le 20 septembre. C'est-à-dire que le 20 septembre, ils mettent un Excel en ligne et avec tous les stocks de fruitiers qui ont été comptés dans leur champ. Et donc, du coup, bah, une fois qu'une variété est épuisée, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument savoir à ce moment-là, absolument, si vous voulez avoir les variétés que vous recherchez, bah, il faut savoir quelle variété vous désirez, avec quel porte-greffe, et à quelle hauteur. Donc, soit donc bastige, demi-tige, haute-tige, ça c'est la hauteur du tronc. Ok, ça n'a rien à voir avec le porte-greffe. C'est vraiment juste la hauteur à laquelle on est venu greffer notre arbre. Donc, il faut absolument avoir toutes ces informations-là pour pouvoir commander les arbres à l'avance, pour avoir les variétés que vous voulez. Ensuite, ben, l'idéal, c'est de les commander du coup pour fin novembre, début décembre, qui est la période idéale pour planter. Alors, une fois que vous avez cherché vos arbres, c'est important de bien emballer les racines entre la pépinière et la zone de plantation. Ici, par exemple, ben voilà, moi, dans ma remorque, comment est-ce que je fais? Eh bien, j'emballe les racines, là on ne le voit pas, c'est en dessous du big bag, dans un tissu que je trempe dans mon étang juste avant, que ce soit vraiment bien humide autour des racines. Et au-dessus de ça, pour protéger du vent, je viens remettre un big bag, comme ça, bah, je suis sûr que les racines ne vont pas dessécher. Qu'est-ce que je fais également? Voilà, ici par exemple, bah, donc c'est en haute tige, donc c'est assez long, hein. Ici c'est une remorque de 2,50 m, mais vous voyez que l'arbre dépasse quand même pas mal. Eh bien, je vais venir rajouter une petite épaisseur pour ne pas que le tronc vienne taper sur le métal. Voilà, c'est des petites choses à faire attention, bien prendre soin de notre arbre quand on le déplace. Alors, si la plantation est reportée, c'est-à-dire que ben voilà, vous allez chercher vos plants fin novembre, mais bardaf, vous avez un imprévu, vous ne pouvez pas le planter le jour même, il va falloir mettre le plant en jauge. C'est-à-dire que vous allez coucher votre plant, idéalement à un endroit qui est hors du soleil et plutôt à un endroit qui est humide et vous allez recouvrir les racines avec de la terre humide. Comme ça, vous allez vraiment empêcher le dessèchement des racines, qui est en fait le plus grand risque des racines. Ok, c'est-à-dire que si les racines sèchent, vu qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas l'habitude en général d'être hors du sol, donc elles sont très fragiles à la sécheresse. Et une fois qu'elles ont séché, elles sont mortes et donc du coup, ben, votre arbre ne reprend pas au printemps. Alors, c'est idéal également d'être accompagné quand vous plantez un fruitier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre un tuteur, il va falloir tenir l'arbre pendant que vous l'accrochez, pendant que vous mettez la terre, etc. Voilà, c'est toujours plus agréable d'être accompagné. Et alors, très important, c'est très souvent oublié, réaliser un plan de plantation. Même si vous mettez que 2 ou 3 arbres dans votre jardin, faites un petit plan et alors n'oubliez pas de noter et l'espèce, et la variété, et le portefeuille. Comme ça, vous avez toutes les informations. Et même si vous déménagez, voilà, comme ça, vous pouvez pas donner les informations à la personne suivante. Ensuite, c'est important d'être bien outillé. Alors, il y a d'abord donc pour matérialiser la plantation, donc c'est-à-dire pour bien noter à l'avance où est-ce que vous allez planter votre arbre. Ça, vous pouvez le faire même avant d'aller chercher l'arbre. Ensuite, il va falloir creuser, donc il faut une bêche, une pelle, une baramine si c'est rocailleux. Ensuite, il va falloir enfoncer un tuteur. Tous les arbres nécessitent un tuteur, en tout cas au début de leur vie. Il faut savoir que les basses tiges, ils vont garder le tuteur toute la durée de vie. Par contre, les hautes tiges et demi-tiges, c'est-à-dire que les arbres avec des porte-greffes un petit peu plus vigoureux, ben, eux pourront enlever le tuteur plus rapidement. Ensuite, ben, il va falloir avoir de quoi fixer la ligature, une visseuse, un marteau, peut-être déplacer le matériel aussi, une brouette. Voilà, peut-être nettoyer la zone de travail avant. Donc, il faudra peut-être une petite débroussailleuse si vous voulez planter dans des broussailles, histoire d'y voir clair, de ne pas perdre vos outils dans l'herbe. Il va falloir idéalement aussi praliner les racines, donc c'est-à-dire qu'il vous faut un grand seau ou une bassine où vous mettrez la terre et une petite bouse de vache si vous en avez à proximité. Un sécateur bien affûté pour venir parer les racines, on reviendra dessus après. Et également un décamètre si vous plantez plusieurs arbres et pour le planter au bon endroit. Bah aussi, ensuite, au niveau du matériel, donc il faut des tuteurs. Donc ça, je vous conseille de prendre des tuteurs assez résistants.
particulièrement pour les bastiges. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les bastiges, ils resteront toute la vie de l'arbre, donc il faut quelque chose de résistant, comme du châtaignier ou du chêne. Eux, ils sont résistants même non traités. Voilà, les penser aux ligatures, en chambre, en jute, mais également de quoi la fixer sur le tuteur, c'est-à-dire avec un clou, un petit crampillon ou une vis. On va également penser à du grillage galvanisé. Alors ça, c'est pour faire une cage anti-campagnole, comme vous voyez donc, sur la photo sur le dessus, ce qui va permettre de protéger les racines de l'arbre, au moins les quelques premières années, avant que l'acier ne se corrode dans le sol. Mais au moins, comme ça, les premières années, les racines de l'arbre seront à l'abri des campagnols et pourront se développer. Alors, on va également voilà, se munir d'un petit peu de compost ou de fumier bien décomposé qu'on mettra au pied de l'arbre pour venir améliorer un petit peu la qualité du sol et quelques gousses de vache fraîche si vous en avez à proximité pour faire le pralin, c'est-à-dire le mélange dans lequel on va venir tremper les racines de l'arbre avant de le planter. Ensuite, la plantation. Bon, ici, je vous ai mis ces deux slides-là. Je vous laisserai les lire tranquillement, mais je vous ai préparé un petit reportage photo qui reprend toutes les étapes. Ok, je me dis, voilà, quelques photos, ce sera peut-être plus explicite que de lire tout ce texte-là. Premièrement, délimiter la zone de plantation. Hop, avec votre bêche, tac, bien délimité. Ça, vous pouvez le faire avant d'aller chercher l'arbre. Comme ça, hop, quand vous arrivez dans votre jardin, vous savez où vous allez devoir planter. Première étape, on enlève les mottes d'herbe. Hop, on les enlève, on les met d'un côté. Deuxième étape, on creuse. On va mettre la terre. Bon, ici, on ne le voit pas très bien parce que c'est une terre qui est assez sombre, mais j'ai mis la terre de surface qui est vraiment bien noire, bien brune, qui est plus organique sur le dessus. Et sur la droite, j'ai mis la terre qui venait plutôt du fond, qui était un petit peu plus minérale, qui est un petit peu plus claire, sur le côté. Ensuite, une fois que j'ai fait mon trou, je vais mettre mon tuteur. Le tuteur, on le met du côté des vents dominants, donc on ne le met pas au centre du trou, mais légèrement décalé. En général, si c'est de l'ouest, c'est à l'ouest, mais ça dépend un petit peu voilà, des conditions de votre jardin. Une fois que vous avez mis le tuteur, on met, on pousse la cage à campagnol dans le trou, donc la cage en grillage galvanisé. Et pendant tout ce temps-là, notre arbre est bien resté abrité sous notre toile humide. Ok, donc c'est important. Donc par exemple, quand vous arrivez, que vous venez de la pépinière, voilà, si vous prenez votre arbre, vous recouvrez bien ses racines le temps que vous creusiez, etc. Il faut savoir que 30 minutes de racines à l'air libre, ou pire, au soleil, ça va vraiment affecter le développement de l'arbre dans ces premières années. Donc il faut vraiment bien les protéger et du soleil et de la sécheresse. Ensuite, une fois que votre trou est prêt, et que le tuteur est mis, que le grillage est mis, on va regarder notre arbre. Et on va commencer par regarder ses racines. Là, on peut voir que l'extrémité de cette racine-là est abîmée. Donc, on va faire ce qu'on appelle parer les racines, c'est-à-dire qu'on va couper avec notre sécateur pour revenir sur une plaie, on va dire, bien nette, de laquelle vont pouvoir se redévelopper de nouvelles racines de manière plus rapide. Et ça, évidemment, il faut le faire voilà, sur toutes les racines. Ok. Mais vous voyez, on va vraiment couper le moins possible. On va juste revenir, juste couper les parties cassées, les parties abîmées, mais on va vraiment laisser un maximum de racines possible. Le deuxième élément à regarder avant de planter, c'est le collet. Donc, c'est-à-dire que c'est là que démarrent les premières racines. Il faut que ce collet soit vraiment au niveau du ras du sol, qui permettra au point de greffe, donc c'est à l'endroit où notre arbre a été collé, entre guillemets, à notre porte-greffe. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit épaississement à ce niveau-là. Eh bien, ce point de greffe, il faut absolument qu'il soit hors du sol. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La variété qui est greffée au-dessus, si elle est dans le sol, elle va se dire magnifique, je suis dans le sol. Elle va faire ses propres racines et elle va s'affranchir du porte-greffe. Et donc, du coup, en général, si elle refait ses propres racines, elle va avoir un caractère plutôt vigoureux. Et donc, si votre arbre était sur un porte-greffe
de vigueur faible, plutôt nanifiant, et ben, il va plus être nanifiant, il va avoir une taille beaucoup plus grande, vu qu'il aura produit ses propres racines. Une fois que vous avez repéré ça, eh bien, on va pouvoir planter, enfin, mettre l'arbre dedans. OK? Donc, vous pouvez déjà remettre un petit peu de terre. OK? Et alors, on va venir disposer l'arbre à une dizaine, voilà, environ une dizaine de centimètres de notre tuteur. On va le mettre à la hauteur adéquate et puis on va venir mettre la terre petit à petit, ok, bien entre toutes les racines et on va venir mettre la terre de surface, c'est-à-dire la bonne terre. Ok. Si on veut, si on a du compost bien décomposé, on peut même venir un petit peu le mélanger à la bonne terre et puis venir le mettre dans le trou. Mais le compost qu'on met dans le trou, il faut qu'il soit vraiment bien décomposé. Il faut surtout pas mettre du compost qui n'est pas bien décomposé. Donc ici, on voit que notre point de greffe est bien est bien au-dessus de la surface du sol. C'est parfait. On ne voit pas les racines, donc notre collet est à la surface du sol. Donc on va pouvoir refermer le grillage au pied de notre arbre. Et ensuite, ben, je suis venu remettre un petit rond de compost en surface pour favoriser, voilà, redynamiser la vie du sol, mais également un petit peu pailler. Voilà, au-dessus de ça, vous pouvez venir mettre un petit peu de copeaux de bois. Alors, l'idéal, c'est de mettre des copeaux toujours sur de la matière organique, enfin, plutôt sur une matière riche, c'est-à-dire, par exemple, sur du compost, de sorte à ne pas créer de phénomène de fin d'âge. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir venir ligaturer votre arbre. Donc, idéalement, on fait un 8, comme ça, ben, si l'arbre est poussé vers le tuteur, eh ben, il aura un petit coussin et ne sera pas abîmé. Et on va venir fixer à l'arrière du tuteur. Voilà, ici, par exemple, avec une vis et une petite rondelle, un clou, c'est très bien aussi. Et voilà, c'est fait et votre arbre est planté. Alors, ensuite, bah, au niveau, je vais dire, des petites finitions, bah, on va pouvoir venir pailler l'arbre, comme je vous ai dit. Donc, on peut venir mettre un paillage de 5 à 10 cm d'épaisseur. Comme je vous ai dit, l'idéal, c'est toujours venir mettre du compost en dessous. Alors, si c'est une zone où il y a du pâturage, ou bien s'il y a la présence de rongeurs, enfin de lièvres par exemple, ou de cervidés, ben là on va mettre des protections, donc pour protéger le tronc. Donc ça, il y a différentes manières possibles, soit un grillage avec des mailles rectangulaires de 5 x 10, ça par exemple pour le pâturage ça fonctionne bien, mais il y a également des systèmes de manchons. Bon voilà, c'est en plastique, il faut faire attention à bien le récupérer à la fin, mais il y a des systèmes de manchons qui fonctionnent également. Un autre point, c'est par exemple l'installation de perchoirs à rapaces. Ça va permettre de pouvoir de réguler les campagnols. Mais ça, il faut que ce soit quand même assez grand, entre 3 et 5 mètres de haut. Et donc ça, bon, on met une tige avec une petite latte horizontale au-dessus. On peut en mettre 5 à 10 par hectare. Mais bon, voilà, si vous plantez un arbre dans votre jardin, bah, c'est vrai que si vous avez l'occasion de mettre un perchoir, c'est intéressant. Mais si vous avez déjà des arbres à proximité, mais en fait, ce sont déjà des perchoirs pour les rapaces. Donc voilà, c'est vraiment si vous n'avez aucun arbre à proximité, aucun espace où un rapace peut venir se percher, ben, voilà, pourquoi pas installer un petit perchoir. Il faut savoir que les campagnols, c'est la première cause de mortalité des arbres. Donc, c'est important de bien faire attention. Et il y a deux manières principales, enfin, de les réguler. Enfin, il y a plutôt une manière principale de les réguler, c'est de permettre justement aux rapaces de venir les manger et donc ben, d'avoir un environnement agréable pour les rapaces, comme par exemple avec un perchoir, mais également qui voit bien les campagnols. Et donc pour ça, il faut vraiment aussi que l'herbe soit la plus basse possible. J'y reviendrai juste après. Pour les plantations mitoyennes ou à proximité d'une voie de circulation, voilà, bien penser à signaliser la présence de nouveaux arbres, voilà, mettre un petit signe distinctif, quoi, pour éviter que l'arbre soit abîmé lors d'un entretien ou voilà, ou lors du fauchage d'un bord de route, si vous plantez à proximité. Alors, au niveau du suivi des premières années. Donc, pour les arbres fruitiers, c'est très important d'avoir un suivi assez rigoureux pendant au minimum, voilà, 3 à 5 ans.
comme je vous ai dit, on va garder la hauteur de végétation la plus basse possible. L'idéal, c'est que ce soit pâturé. Voilà, ça c'est vraiment génial. Comme ça, on va vraiment, avec un pâturage entre guillemets assez intensif, de sorte à ce qu'il y ait vraiment une végétation basse. En plus, ben, vous avez des animaux qui rendent l'herbe sous forme de crotte, et donc vous avez en plus une fertilisation du sol. En plus, les animaux en se baladant, ils vont taper un peu sur le sol, ça va avoir tendance à un petit peu écarter les campagnols. Ça, c'est l'idéal. Sinon, ben voilà, bien tondre, bien garder une hauteur de végétation la plus basse possible. Tondre, faucher, voilà, en fonction de vos outils. On va faire une taille de formation en mars qui suit la plantation, ok, où on va vraiment revenir sur notre axe central. Ceux qui ont suivi la formation au début d'année, ben on va vraiment la première année revenir sur une seule tige. Et ensuite, bien penser aussi à la gestion des rejets sous la greffe, donc les rejets sous le point de greffe. C'est-à-dire que c'est notre porte-greffe qui veut produire sa propre ramure, eh bien, on va vraiment l'en empêcher. Et pour ça, l'idéal, c'est mi-mai, chaque année, de venir arracher ces branches-là, ces petits rejets, pour éviter, en fait, que le porte-greffe produise ses propres branches, qui, elles, bah, vu que c'est pas notre variété par définition, ne va jamais porter les fruits qu'on espère avoir. Alors, ben, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la formation au début d'année, donc sur la physiologie et la conduite des arbres fruitiers, si ça vous intéresse, on va la redonner ici en janvier-février 2026 à travers une visioconférence, mais également des formations de terrain. Les dates ne sont pas encore données, mais ce sera bientôt sur notre site. Et donc pour terminer, je vais laisser la parole à Evelyne Leterme. Evelyne Leterme, qui est une scientifique assez renommée dans le milieu, donc qui a travaillé, elle, pour l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique français, et qui a dit que notamment donc, le développement des 2 premières années d'un arbre fruitier va conditionner la faculté à produire des fruits de qualité en quantité suffisante. Donc on perçoit là que c'est vraiment l'installation, c'est vraiment les premières années qui sont vraiment primordiales ensuite pour avoir un arbre qui se développe bien, qui va faire une fructification intéressante. Alors, peut-être est-ce qu'il y a une ou l'autre question, peut-être avant que je continue. Oui, il y en a deux. C'est sur la Ok. même thématique. Donc, tu parlais de paillage. On a une question, est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il n'y a pas de risque de pourriture à la base si on met du paillage juste contre le pied d'arbre? Et alors la seconde, c'est est-ce qu'il faut mettre toute l'année du paillage en place? Alors, ben, moi, on ne le voit pas très bien ici, mais effectivement, donc pour la première question, donc le paillage, on va peut-être on le ramener ici du coup, on le voit bien ici, mais le paillage, on va toujours l'écarter du tronc. Alors pourquoi? Ben, parce qu'effectivement, il y a des phénomènes de pourriture du collet. Donc ça, c'est certains porte-greffes, notamment des porte-greffes plutôt nanifiants, qui sont très sensibles à la pourriture du collet. Donc il y a une maladie et qui est bah, favorisée quand le collet est dans des conditions plus humides. Et donc du coup, on va vraiment toujours former une espèce de donut, quoi. On va vraiment toujours mettre le paillage au pied, puis bien écarter le paillage de du tronc de l'arbre pour que le tronc soit bien asséché. Et c'est aussi important pour que le point de greffe soit toujours bien sec, parce que si le point de greffe est dans une zone qui est humide, parce que le paillage est contre, imaginons un paillage ici de 15 centimètres qui viendrait recouvrir notre point de greffe, eh bien, on va encore avoir le phénomène, comme je vous disais, de production de racines. Enfin, il y a un risque que ça arrive, de production de racines au niveau bah, de notre variété au-dessus, qui va se dire, bah voilà, je suis dans des conditions humides, ça ressemble à du sol, bah hop, je vais produire mes propres racines. Et donc, ça va déstabiliser l'arbre, ça va fragiliser votre porte-greffe, et donc ça va déstabiliser.
Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'il faut bien, une fois que vous mettez du paillage, bien écarter pour que la base du tronc soit bien sèche. Au niveau de la période, il n'y a pas de période de prédilection. Il peut y avoir du paillage tout le temps. Pourquoi? Ben, parce que bon, en hiver, en général, euh, enfin, je dirais en hiver, c'est moins important parce que ben, il y a moins de sécheresse en hiver, hein, il fait toujours plus humide. Ça, vous le savez. Euh, mais par contre, au printemps, ben, comme cette année, par exemple, où il y a eu une grosse sécheresse printanière, mais également en été, ben, c'est à ces moments-là que c'est le plus important d'avoir le paillage. Il y en a certains qui, en automne, étalent le paillage pour ne pas le garder là pendant l'hiver. Pourquoi? Ben, pour éviter que les campagnols viennent s'installer pendant l'hiver en dessous. C'est une bonne idée. Mais ça veut dire que du coup, au printemps, bah, l'idéal, c'est de revenir ramener du nouveau paillage. Donc voilà, c'est un peu à voir aussi en fonction s'il y a de la présence de campagnols ou pas. Mais s'il y a déjà un peu de campagnols dans votre jardin, bah, je vous conseillerais de fin de saison, en automne, hop, on étale le paillage aux alentours. Et comme ça, bah, et voilà, il sera quand même incorporé au sol, il sera quand même dégradé par l'activité biologique du sol, mais vous n'avez pas ce phénomène de petit coussin qui est un endroit de prédilection pour l'installation des campagnes. Voilà. Alors, je vais terminer, puis je répondrai s'il y a d'autres questions. Donc, hop, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Alors, une ressource assez intéressante, c'est l'agenda de formation Diversifruit. Diversifruit, c'est une ASBL qui travaille dans toute la région wallonne et qui fédère vraiment tout, on va dire, tous les vergers hautes tiges d'anciennes variétés non traitées en région wallonne. Alors, ils font le lien aussi avec Certifruit, hein, donc vous verrez si vous allez dans les outils, les documents, etc., vous trouverez beaucoup de documents conjoints, mais il y a notamment l'agenda que je vous conseille d'aller voir, où vous avez toutes des formations, tous des événements autour des fruitiers, super intéressant. Vous pouvez également devenir membre de Diversifruit, et alors il y a des rencontres annuelles. Par exemple, ici, on a eu le 20 septembre, voilà, sur la taille des fruitiers palissés. Enfin, voilà, je vous laisse aller vous perdre. Il y a également un annuaire de planteurs et d'élagueurs qui s'appelle Localifruit. Et donc là, voilà, par exemple, si vous voulez faire appel à quelqu'un formé à, justement, aux anciennes variétés, aux bonnes pratiques de plantation, etc., ben, vous pouvez aller chercher dans l'annuaire. Alors, petit point ici, vraiment par rapport au choix de l'espèce et de la variété, ben, vous verrez qu'en octobre, par exemple, ici, il y a deux événements qui sont orientés vers la dégustation de fruits. Et ça, je vous conseille vraiment, si vous êtes dans la réflexion de plantation fruitier, de prendre le temps d'aller à des événements pareils pour goûter des fruits. Là, c'est génial. Il y a parfois des dizaines de variétés. Vous pouvez vraiment venir les goûter pour voir ce qui vous plaît et découvrir en fait plein de saveurs, quoi. Souvent, on ne connaît pas quand on est jeune comme moi, ou bien qu'on ne connaît plus quand on en a peut-être connu il y a quelques années, mais qu'on ne retrouve plus vraiment dans le commerce. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à participer à des événements pareils, à aller goûter les fruits pour vous inspirer. Alors, petite question, qui sera la dernière. Quelle est la période idéale de plantation d'arbres fruitiers? Bon, ça, normalement, c'est le plus facile que la première. Donc, c'est bien fin novembre. Donc voilà, fin novembre, début décembre, c'est l'idéal. Donc, je crois que le 22 novembre, c'est la Sainte-Catherine. Et donc, comme le dicton dit, tout bois prend racine. Alors, je vais terminer ici par un dernier point donc, qui concerne les subventions à la plantation. Donc, actuellement, il est toujours possible de réaliser des demandes de subventions à la plantation.
Ça fonctionne pour les haies, pour les alignements d'arbres, mais également pour les arbres fruitiers. Mais je vous le dis tout de suite, il faut minimum 15 arbres. Ok, donc je vais quand même l'expliquer ici, au cas où certains d'entre vous auraient un projet de plantation de verger. Donc verger, c'est-à-dire plusieurs arbres fruitiers rassemblés. Ok, mais sachez que c'est minimum 15 arbres. Donc évidemment, il faut être propriétaire de l'endroit, ça ne peut pas être en zone forestière. Il ne faut pas qu'il y ait de destruction des 5 dernières années sur la parcelle. Il faut s'engager à le garder au minimum 30 ans. Bon, en général, quand on plante un fruitier, le but, c'est de le garder un peu quelques années. On peut pas mettre de produits phyto à proximité. On ne peut pas entretenir l'arbre à partir du 1er avril, mais de toute façon, l'entretien se fait plutôt fin février. Et alors, vous avez un vade-mecum avec l'ensemble des informations. Au niveau de la temporalité, ce qui est intéressant de retenir, c'est quand vous plantez votre arbre, vous avez, enfin, vos arbres, qui en font minimum 15, vous avez maximum 6 mois pour faire la demande de subvention. Ok, donc voilà, c'est juste pour l'avoir en tête. Donc ça doit être uniquement des arbres hautes tiges. Il faut respecter la liste d'espèces qui est dans le vade-mecum. Il faut au moins 75% des variétés de la liste. Donc sur la liste, en fait, c'est génial. Vous allez voir que ce sont toutes les anciennes variétés donc qui sont certifiées donc RGF ou TRAD Jean Blou. Donc c'est-à-dire que ce sont des variétés tolérantes aux maladies, donc c'est parfait. Et alors, ben, il faut un certain nombre de variétés. Il ne faut pas qu'il y ait une variété qui prenne trop de place. Minimum 15 arbres, comme je vous l'ai dit. Et voilà, il faut en prendre soin les premières années, les mettre dans les bonnes conditions. Et donc, vous pouvez quand même aller jusqu'à 25 euros par arbre pour les vergers. Donc, ça veut dire que voilà, si vous plantez 15 arbres, ben, vous pouvez aller jusqu'à plus de 200 euros quand même de subvention, ce qui peut quand même financer quelques arbres. Et alors, si vous faites appel à une entreprise spécialisée, eh bien là, vous aurez le montant de 25 euros qui sera multiplié par 1,5, en sachant que c'est majoré à 80% du montant des factures. Voilà. Si vous avez un gros projet de plantation, ça vaut la peine de le faire, mais pour quelques arbres, ben, vous ne pouvez malheureusement pas euh, demander cette subvention. Et alors, il faut savoir que le matériel, donc c'est-à-dire voilà, les protections des arbres, les tuteurs, etc., peuvent voilà, rentrer dans le montant demandé, donc dans le montant de la facture qui est majoré à 80%. Et alors, ben, pour le mot de la fin, si vous avez la chance d'avoir dans votre jardin ou sur votre terrain des anciens fruitiers, des vieux fruitiers, la première étape, c'est bien entendu d'essayer de les conserver. Alors pourquoi? Ben, en général, ils continuent à porter des fruits jusqu'à leur dernier souffle. Mais surtout, les vieux fruitiers comme ça, ils ont tout un nombre, toute une fonction écologique très intéressante. Ils accueillent une quantité d'espèces très importante. Ils ont parfois également des vieilles cavités dans lesquelles viennent s'installer, voilà, si vous avez de la chance, même des chouettes ou des plus petits oiseaux cavernicoles. Donc voilà, toujours important de conserver l'existant dans son espace. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez des questions. Voilà. De toute façon, si je ne sais pas, je vous renvoie vers d'autres structures plus spécialisées, mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. Et je vais laisser la parole à ma collègue Jumi qui va vous présenter les prochaines formations. Merci beaucoup Bernard pour cette chouette soirée enrichissante. Alors pour clôturer, donc voilà, la petite promotion des prochaines visioconférences. Si vous êtes inscrit au cycle, ben on se reverra. Si vous étiez juste inscrit à cette visioconférence, ben voilà, sachez qu'il y a une suite. Donc on se retrouve dans 2 semaines avec la thématique du jardin-forêt.
Et il y a 2 visites de terrain liées à cette thématique. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a soit le 27 septembre à Rode-Saint-Genès, soit le 4 octobre du côté d'Ewaï. Voilà, il reste des places pour cette formation plus pratique. On se retrouve ensuite le 7 octobre pour la seconde partie de l'adaptation du jardin face au changement climatique et on verra cette fois-ci la végétalisation et le fleurissement durable. Et puis, on retrouvera Bernard en novembre pour cette fois-ci le choix et la plantation de haies. Et alors, la dernière visioconférence sera le 25 novembre pour comprendre son sol et s'y adapter. Mais surtout, ce qui vous concerne ce soir, ce sont les 2 visites qui sont liées à cette thématique de fruitier, qui auront lieu le 8 novembre à Beaufailly et le 15 novembre à Villers-la-Ville. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à une des 2 visites. Il nous reste de la place. Je ne sais pas, Bernard, si tu peux dire un mot sur cette formation un peu plus pratique, du coup. Alors, bah, du coup, l'idée, c'est que, enfin voilà, comme, enfin voilà, c'est une thématique ici, vous avez pu le constater, qui est très, je veux dire, il y a tout l'aspect choix et réflexion qui est assez théorique, mais quand on passe à l'aspect pratique, bah, c'est vraiment du terre à terre, du terrain. Surtout, voilà, les bons gestes à aborder. Voilà, c'est pas toujours facile non plus de les expliquer à travers un écran. Donc là, sur le terrain, ben, on prendra vraiment le temps de planter correctement un arbre fruitier, de voir vraiment, voilà, j'essaierai de vous donner le plus de trucs et astuces possibles. On parlera également des outils que j'utilise, pourquoi est-ce que j'utilise tel outil ou tel outil. Donc voilà, ce sera l'occasion de parler de tout ça autour d'un arbre et concrètement, voilà, faire le trou, installer le tuteur, installer une protection contre les moutons. Voilà, on discutera de tout ça. Super, donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire, il reste quelques places. Et alors, pour clôturer, on vous demande comme d'habitude, si vous le voulez bien, de répondre au questionnaire de satisfaction pour cette visioconférence. Je glisse à nouveau le formulaire également dans le chat, que vous y ayez plus facilement accès. Et alors, je vous le renverrai par mail en même temps que l'enregistrement et que la présentation PowerPoint comme à chaque fois. Et donc, voilà, peut-être laisser cette slide, Bernard. J'ai relevé d'autres questions qui sont arrivées après. Une question par rapport à l'âge des arbres quand on les achète en pépinière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, donc comme on a vu au tout début, donc les arbres fruitiers, c'est des arbres qui sont composés, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs individus. Vous avez le porte-greffe, en fait, qui a déjà quelques années, hein, quand vous allez le prendre en pépinière. Parfois, il a 3, 4 ans, ou plus ou moins, ça dépend un petit peu des porte-greffes. Euh, Parce qu'il y en a certains qui sont semés, donc qui sont reproduits par pépin, mais il y en a certains aussi qui sont reproduits par marcottage, donc c'est une autre méthode de reproduction de porte-greffe. Mais donc, sur ce porte-greffe qui a déjà quelques années, on va venir donc greffer notre variété. Mais cette variété, en fait, qu'est-ce que c'est, ce petit morceau de bois? Au début, il faut se dire, hein, vous greffez vraiment un petit morceau de bois qui est pas plus grand voilà, qui fait peut-être la taille de votre index, ou peut-être un petit peu plus si vous avez un petit index, ou sur lequel il y a quelques bourgeons. Mais ce morceau de bois, on est allé le chercher sur un arbre qui est plus âgé, sur une extrémité, sur le bois de l'année d'un arbre plus vieux. Et donc, du coup, ce morceau de bois, en fait, il a 1 an. C'est du bois de l'année. Donc, vous avez ce petit bois d'1 an qui va venir être mis sur un porte-greffe qui a déjà quelques années. Donc, en fait, il a plusieurs âges, votre arbre. Parce qu'après, du coup, il va être remis en pépinière, ok. Le petit greffon va se développer. Et puis, alors, du coup, l'année d'après, eh bien, alors, l'arbre va être mis en vente. Parce que, voilà, on sait que la greffe a repris, ok. Et donc, l'arbre peut être vendu. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est souvent 2 ans pour la greffe. Et alors, 3, 4, 5 ans, ça dépend pour le porte.
Merci. Alors, on demande s'il est utile de former un puits autour de l'arbre pour aider à l'infiltration d'eau en cas d'arrosage et en situation de sécheresse. Et est-ce que tu as d'autres solutions pour les premières années? Oui, ça peut être intéressant, effectivement, surtout si on est sur un terrain qui sèche assez rapidement. Oui, c'est pas mal, surtout ben, au niveau des arrosages, donc les premières années, l'idéal, c'est s'il y a besoin, c'est de faire des gros arrosages. Alors, s'il y a besoin, l'optimal, c'est vraiment d'observer les feuilles. Et vous verrez vraiment sur les feuilles dès qu'il y a les premiers signes de flétrissement des feuilles, mais pour ça, il faut vraiment suivre au jour le jour, parce qu'on peut vite passer à l'étape trop tard. Mais dès que vous voyez vraiment des premiers signes de flétrissement, à ce moment-là, vous arrosez. S'il n'y en a pas, il faut pas arroser. OK? Pourquoi? Parce que il y a certains arbres, et ça, voilà, c'est la variabilité naturelle. C'est comme chez les êtres humains. Il y a certaines personnes qui sont plus résistantes que d'autres. Mais donc, on va vraiment attendre ça. Et alors, on va apporter, voilà, 20, 30 litres d'eau. Donc, c'est-à-dire une grande quantité d'eau. Ensuite, on ne va plus arroser pendant au moins 4-5 jours. Et puis alors, si la sécheresse continue, ben, on va réapporter 20-30 litres d'eau. Et donc, du coup, ben, quand on apporte 20-30 litres d'eau, l'idéal, c'est de pas tout verser d'un coup, sinon l'eau fout le camp sur le côté. Donc, c'est que l'eau, évidemment, s'infiltre au niveau des racines, surtout que le système racinaire, la première année, ben, il est tout petit, il est près du tronc. Et donc, ce système, effectivement, de petits boudins, donc, c'est-à-dire que c'est une espèce de digue, hein, qu'on crée sur le pourtour, je vais dire, aller à une trentaine de centimètres de notre tronc. Donc, ça fait une espèce de cratère de volcan. Bah, effectivement, du coup, quand vous versez l'eau dedans, bah, l'eau ne fout pas le camp sur le côté. Donc, c'est pas mal. Si vous avez le temps, si c'est une manière de faire pour que l'eau, quand vous arrosiez, s'infiltre bien à cet endroit-là. Pourquoi pas? Sinon, qu'est-ce que j'ai comme autre technique? Euh, moi, ma technique, qui est, entre guillemets, je trouve la technique la plus facile, c'est de mettre 5 litres, c'est un demi-arrosoir, d'attendre, voilà, on s'assied quelques minutes, on attend que l'eau s'infiltre, soit on arrose un autre arbre, ou bien voilà, on regarde le paysage, et puis ensuite on vient remettre 5 litres d'eau, quelques minutes après, et comme ça, on permet vraiment à l'eau de s'infiltrer en profondeur et de ne pas ruisseler à proximité. Voilà, il y a aussi moyen de mettre des zoyas, c'est des systèmes en terre cuite qui permet en fait qu'on remplit d'eau et puis qui vont vraiment venir libérer l'eau de manière progressive. Voilà, c'est un peu cheapo, moi je trouve, donc je conseille pas spécialement ces méthodes, mais en tout cas surtout pas mettre des tubes en plastique, des drains ou quoi ou n'importe quoi. S'il vous plaît, il y a déjà assez de plastique dans l'environnement comme ça, donc évitez ces systèmes. Super, merci. Question suivante. J'ai entendu qu'il était important de tondre sous les arbres s'il n'y a pas d'animaux pour augmenter la quantité d'eau qui pénètre le sol sous l'arbre. Est-ce correct? Oui, en fait, ça va pas spécialement augmenter la quantité d'eau, c'est plutôt que les graminées, donc c'est-à-dire les herbes qui sont au pied de votre arbre, si elles ont moins de feuillage, ben, elles vont perdre moins d'eau et donc elles vont pomper moins d'eau dans le sol et donc elles vont moins rentrer en concurrence avec votre arbre. Parce que votre arbre, assez rapidement, surtout pour les porte-greffes qui sont assez vigoureux, ben, ils vont vraiment développer des racines plus profondes qui vont aller puiser l'eau vraiment en profondeur et donc du coup, ben, ils seront plus en concurrence avec les herbes qui ont un système racinaire, on va dire, plus superficiel. Mais les premières années, on peut avoir effectivement ce phénomène de concurrence et en gardant l'herbe bien rase, on limite la concurrence. Merci. Et alors, une dernière question. Ah non, avant-dernière. J'ai un vieux pommier qui vient de donner sa dernière pomme avant de s'écrouler. Que conseillez-vous pour continuer à le faire vivre? Ben, du coup,
Enfin, si c'est écroulé, parfois il y a des arbres qui tombent mais qui ne sont pas morts, parce qu'ils sont toujours reliés à leur système racinaire. Mais ici, je ne sais pas dans votre cas s'il est tout sec, enfin s'il est vraiment mort, qu'il fait plus de feuilles ou pas. Mais ce qui est possible, c'est s'il fait encore des feuilles, c'est de le cloner. C'est-à-dire, c'est de le conserver. Et donc pour ça, bah, il faut récolter du bois de greffe et venir le greffer sur un porte-greffe. Ça, c'est si vous voulez vraiment garder votre arbre. Donc c'est-à-dire garder les mêmes fruits, donc la même variété. Et donc du coup, bah, soit vous connaissez la variété, vous replantez un de la même variété. Mais si vous connaissez pas la variété, mais que vous voulez garder ces pommes-là, eh bien alors, il faut avoir du bois de greffe. Et donc ça, bah, soit la taille de la pousse annuelle est assez grande pour venir récupérer directement un petit morceau de branche et venir le greffer. Pour ça, je vous invite à faire une petite formation sur le greffage. C'est pas trop compliqué, mais il faut un peu s'entraîner. Mais parfois, ce qu'il faut faire, c'est, bah, les vieux arbres, ils font des très petites pousses annuelles. Et donc, du coup, bah, parfois, il faut un petit peu venir couper une extrémité. Et alors, l'année suivante, bah, vous avez une pousse annuelle assez grande que vous pouvez venir récupérer pour venir greffer sur pour cloner votre arbre sur un nouveau porte-greffe. Mais donc voilà, mais moi, je n'y toucherai pas. Si vous avez un arbre qui est tombé, ça veut dire ben voilà, qui doit sûrement être vraiment dépérissant. Ça fait du bois mort. Le bois mort, c'est un lieu d'accueil pour toute une biodiversité. Et il faut savoir que dans la biodiversité, il y a toute une biodiversité qu'on qualifie d'utile, c'est-à-dire que qu'elle va vraiment apporter des bienfaits aux cultures, et ici en l'occurrence à la production de fruits. Et c'est notamment parce que dans cette biodiversité, il y a des auxiliaires. Donc c'est des individus qui vont venir réguler les populations de ravageurs. Donc c'est-à-dire les insectes qui vont venir abîmer les fruits, parasiter l'arbre. Eh bien, il y a d'autres insectes qui viennent se nourrir ou réguler les populations de ces insectes ravageurs. Et comment attirer ces insectes? Ben, en favorisant la biodiversité, notamment avec du bois mort dans votre cas, mais également avec des haies diversifiées, avec des bandes de fauchage tardif qu'on va laisser en dehors du verger pour ne pas que les campagnols s'installent. Eh bien. On a reçu une petite photo en complément, effectivement, il reste un Oui, pronoxyle, mais c'est pas mal, effectivement, de laisser le tronc principal mort sur pied. Voilà, ça va attirer plein d'insectes qui, eux, vont attirer plein d'oiseaux qui se nourrissent de ces insectes et recréer des petits écosystèmes. Donc, mais oui, là, je pense que malheureusement, il est condamné. il est cuit. Mais Mais après, c'est vrai que n'hésitez pas. Je sais pas si tu as accès à la photo, Bernard, mais enfin non, t'as pas accès au chat là du coup. bah, si je quitte, hop. Ah oui, waouh. Oui, en fait, c'est même une œuvre d'art maintenant. C'est Ah ça oui. aussi, hein, les arbres morts, c'est des. Moi, j'aime bien même de manière paysagère, quoi. Esthétiquement, je trouve ça magnifique en plus. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Faire un semis avec la dernière pomme. Ah, ben, le semis de la dernière pomme, vous pouvez essayer, mais vous n'aurez pas les mêmes fruits que. Vous n'aurez jamais des pommes comme celle qui a donné, comme celle que vous avez entre les mains, quoi. Pourquoi? Ben, parce que, comme j'ai expliqué, la majorité des variétés sont autostériles. Et donc, du coup, ici, les pépins qui résultent de la combinaison génétique et du pollen de l'arbre mère et du pollen de la variété qui est venue polliniser l'arbre, eh ben, ça fait un mélange des deux variétés qui est c'est souvent des pommes qui sont plutôt sauvages et qui sont pas très intéressantes. Mais peut-être que vous allez créer une nouvelle variété. Mais comme je disais avant, si vous voulez garder la même variété, il faut cloner l'arbre avec la méthode de greffage et donc récupérer une petite extrémité. Mais bon, là, en l'occurrence, effectivement, ça semble compliqué. Euh, Alors, une question par rapport aux jeunes plants. Est-ce que c'est vrai qu'il faut limiter le nombre de pommes qui arrivent à maturité sur un jeune fruitier? Oui, bah, même
allez, je dirais les trois, quatre premières années, idéalement, effectivement, on va enlever toutes les pommes. Vous pouvez laisser les fleurs, il n'y a pas de souci, hein, les fleurs, ça va être intéressant pour les pollinisateurs, hein, c'est une ressource intéressante, en plus c'est beau. Euh, mais par contre, une fois que les fruits arrivent, ben là, l'idéal, c'est de les enlever, effectivement, pour ben, que l'arbre alloue, je vais dire, toute son énergie dans vraiment sa structure, que ce soit aérienne, mais également souterraine, pour se développer ben, de manière la plus rapide possible. Et En plus, alors, souvent, c'est des fruits qui sont, excuse-moi, je te coupe, mais souvent, non, c'est non. des fruits qui sont vraiment pas intéressants les premières années, qui se développent même pas très bien, qui sont pas très bons. Donc, vraiment, on est tenté de se dire, ah, il y a une petite pomme, mais en fait, une petite pomme, quand on a un arbre qui a 17 feuilles, ben, et qui est tout petit, ben, ça représente quand même une quantité d'énergie importante, quoi. Donc, vaut mieux les enlever les premières années, oui. Et alors, une question, est-ce qu'on doit amender régulièrement? Ben, ça dépend de votre sol. Euh, Ça dépend. Après, bah, en théorie, une fois que votre arbre est en production, bah, toutes les pommes que vous enlevez, c'est entre guillemets de la masse, c'est la terre que vous appauvrissez, vu que vous retirez de la matière, d'une certaine manière. Donc oui, une fois que l'arbre est en production, ça peut être intéressant de venir amender l'arbre. Après, amender l'arbre, c'est plutôt pour améliorer la structure physique. Donc, c'est-à-dire, c'est plutôt des composts ou des composés qui vont plutôt améliorer physiquement le sol, donc qui va le rendre, avoir une meilleure rétention d'eau ou alors justement, enfin, une rétention d'eau plus intéressante, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, mais pour vraiment enrichir le sol, alors là, c'est plutôt des engrais. Donc, c'est plutôt des méthodes, enfin, des matières un peu plus riches. Par exemple, du fumier ou également des engrais de différentes sortes. Et ça, oui, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention. Il faut vraiment pas en mettre trop. Et surtout de l'azote. C'est vraiment dangereux parce que l'azote, il faut y faire attention parce qu'on peut vraiment déstabiliser notre arbre également. Donc, l'idéal, si, je veux dire, vous voulez vraiment un apport pointu, parce qu'en général, les arbres fruitiers, je veux dire, ils font quand même des racines assez grandes que pour aller puiser des nutriments sur une grande surface. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas une culture qui a vraiment besoin d'un gros apport. Il y a beaucoup de gens qui ont des pommiers dans leur jardin et qui ont des pommes toute leur vie alors qu'ils n'ont jamais rien apporté en dessous. Mais si vous voulez vraiment optimiser cet aspect-là, alors ce qui est intéressant, c'est de faire une analyse de sol. Faites une analyse de sol, vous indiquez que vous voulez réaliser une culture fruitière, et donc là, bah, vous aurez vraiment toutes les indications, toutes les valeurs des différents éléments et éventuellement les corrections à faire ou à apporter à votre sol. Mais c'est vraiment pas indispensable pour les arbres fruitiers. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'en relève plus. Et n'hésitez pas, comme Bernard l'a signalé, si vous avez d'autres questions. Ah, et si le fruitier ne fleurit pas? S'il ne fleurit pas, ah, c'est qu'il est triste, hein. Je ne sais pas, c'est une bonne question, ça. Il ne fleurit pas, ben, soit il est trop jeune, mais en général, même quand ils sont jeunes, ils font des fleurs. Mais hmm, c'est une bonne question. C'est peut-être lié à parfois, effectivement, les floraisons qui ne sont pas très vaillantes. C'est aussi parfois lié à des carences de certains éléments dans le sol. Mais normalement, vraiment, ça limite la floraison, mais c'est intriguant. Je ne sais pas ce que c'est quoi comme arbre que vous avez. Un prunier, Un apparemment. prunier. Un prunier, en plus, un prunier, en général, les pruniers, c'est vraiment ceux qui poussent un peu partout. Donc, ça, c'est une bonne question. Parfois, ce qui arrive avec les pruniers, c'est que
c'est que parfois, installé depuis 2 ans. Ah oui, depuis 2 ans. Ouais, il doit pas être très grand alors le prunier. Ouais, faut attendre un peu, hein. Là, il s'installe toujours. Souvent, voilà, parfois chez les jeunes arbres comme ça, il y a pas toujours de floraison. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est quand vous avez des fleurs mais pas de fruits. Là, alors, ça veut dire qu'il y a un souci de pollinisation. Soit que vous avez pas de pollinisateur à proximité, ou bien alors, donc pollinisateur d'arbres pollinisateurs. Mais l'autre option qui est un petit peu plus triste, c'est que vous n'ayez pas d'insectes pollinisateurs à proximité, parce que c'est des arbres dont le pollen est déplacé essentiellement par les insectes butineurs, un petit peu par le vent dans une moindre mesure, mais surtout par les insectes. Et donc, du coup, ben, à ce moment-là, ben, et encore une fois, on revient dans cette idée de jardin naturel, de jardin de demain, ben, c'est que c'est important d'accueillir la biodiversité et les pollinisateurs toute l'année au jardin pour que, au moment de la floraison des fruitiers, eh bien, ils assurent aussi la pollinisation. Ben voilà, je ne sais pas si tu avais soulevé d'autres questions, Non, je n'en vois pas plus. spécialement. Ok, ben, de Et donc, toute ce que je façon, voilà, disais, si c'est vous comme, avez... ouais, comme Bernard l'a signalé, si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas soit à me l'envoyer à moi, soit à Bernard directement. Euh, et, et voilà, je pense Voilà, qu'on va ben pouvoir merci, continuer. merci pour vos questions. Et voilà, au plaisir de peut-être se rencontrer à la visite de terrain. Et bonne plantation, bon projet de plantation et bonne dégustation si vous allez déguster dans un événement ou dans votre jardin. Et voilà, merci et à Merci à bientôt. tous pour votre participation et belle soirée. À bientôt.